Salut à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. C'est le troisième jour de cet US Open 2024 qui s'est achevé la nuit dernière et elle aura été marquée par des températures extrêmes hein, sur les cours de Flushing Meadows, une humidité étouffante, un taux de plus de 70%, la pire journée en termes de conditions depuis le début du tournoi. La ville de New York a d'ailleurs été placée sous une alerte à la chaleur par les autorités. C'est vous dire si les joueurs ont souffert dans leur combat sur le ciment new-yorkais. Les organisateurs ont dû déclencher leur protocole chaleur extrême qui prévoit 10 minutes de pause entre les troisième et quatrième sets pour les hommes, deuxième et troisième set pour les femmes, si un des participants le demande. Alors évidemment, ces conditions coûtent cher aux organismes et certains joueurs ne les supportent pas. On va faire le tour, hein, comme chaque jour durant ce grand chelem, avec David Dessouroux, journaliste sportif qui m'accompagne tout au long de la quinzaine. Salut David, comment tu vas? Salut Christelle, très bien et toi? Écoute, je crois qu'on a moins chaud que les joueurs sur les cours. Je pense aussi, hein, parce que j'ai vu certaines images et on va en reparler, mais il y a eu l'un ou l'autre abandon. Hein, là, hier à New York, ouais. Là, on a vraiment touché des sommets en termes de conditions extrêmes. On a l'habitude de voir ça en Australie, mais là, 37-38 degrés en plein cagnard, les joueurs jouent. On espère qu'il ne va jamais arriver de malheur, mais c'est quand même limite, hein. C'est des conditions vraiment extrêmes qui sont difficiles à négocier, et même si ça reste des sportifs et des sportives professionnelles, devoir composer ben, avec ces éléments-là, pardon, n'est vraiment pas chose aisée. Alors évidemment, nous, notre priorité, c'était de suivre nos 2 joueuses belges, hier, Elise Mertens et Grete Minen, engagées, dans leur deuxième tour. Elles ont connu des fortunes diverses, hein. 1 à monter sur le court, Elise Mertens a livré une performance solide contre Alia Tomljanovic. Elle a remporté le match en 2-7, 6-3, 6-2 pour rejoindre, comme l'année dernière, le troisième tour de cet US Open. La Belge est tête de série numéro 33. Elle a dominé son adversaire australienne en s'appuyant surtout sur un service efficace et puis une défense solide. Il faisait très chaud ce matin à 11 heures en plein soleil, c'est ce qu'elle a déclaré à Tennis Belgium. Je devais renvoyer autant de balles que possible et jouer avec beaucoup de longueur. Finalement, elle n'avait plus de réponse, surtout au début du deuxième set. C'est vrai que j'ai vu ce match et à un moment donné, Elise jouait vraiment très défensif, même avec des gros ballons. Donc elle est parvenue à trouver la bonne tactique pour embêter Tomljanovic. Oui, exactement, parce que Tomljanovic, c'est vraiment une cogneuse de fond de cours comme ça qui a un plan A. Hein. On parlait hier dans notre dernier podcast de Caroline Garcia qui n'a pas vraiment de plan B. Bah, Tomljanovic, c'est un peu pareil. Hein. Elle cogne sur tout. Elle n'a pas trop de variations en tout cas dans son jeu. Et Elise a vraiment su faire ce qu'il fallait pour finalement s'imposer assez aisément et rejoindre les 16e de finale pour la 6e fois déjà de sa carrière. Hein. On sait que ses deux meilleurs résultats à l'US Open restent un quart de finale, c'était en 2019 et 2020. Donc ici, voilà, nouveau 16e de finale pour Elise. Et surtout, c'est la 24e fois, rendez-vous compte, qu'elle atteint le troisième tour d'un grand chelem sur les 31 tableaux finales qu'elle a disputés à ce jour dans sa carrière. Donc ça fait quand même un pourcentage de 77%. Ici, elle est en bonne position au troisième tour. J'ai défendu mes points de l'année dernière, a-t-elle dit. Tout est donc du bonus maintenant. Et effectivement, c'est du bonus à prendre face à une prochaine adversaire qui se nomme Madison Keys, hein, qui est pas du tout une inconnue, hein, tête de série 14, Madison Keys. Et elle a remporté son deuxième tour aussi assez facilement face à une qualifiée australienne. Ce sera déjà le cinquième affrontement entre Keys et Mertens. Et pour le moment, l'américaine mène 3-1. Mais on se rassurera, je vais dire ça comme ça, en se disant que leur dernier match à Cincinnati, on était en 2023, avait été remporté par Elise. Et là, tu parlais tout à l'heure des stats d'Élise en simple, mais c'est sans compter tout ce qu'elle a accompli en double aussi. Bien sûr, oui. Donc, c'est vraiment fabuleuse carrière, Elise Mertens. Et son prochain tour sera un vrai test face à Madison Keys. Alors, l'autre joueuse belge engagée mercredi était Grete Minen.
la protégée, hein, de Philippe de Haas, mon consultant. Elle n'a pas connu le même sort, qu'Elise Mertens, puisqu'elle a été battue en 2-7, 7-6, 6-1 contre cette redoutable Donna Vekic, 24e mondiale, demi-finaliste à Wimbledon, finaliste à Hambourg et aux derniers Jeux olympiques de Paris. Alors j'ai contacté Philippe qui n'a pas pu partir avec Grete aux États-Unis puisqu'il a dû subir une opération en juillet, mais il a bien sûr suivi de chez lui chaque point de cette rencontre et il nous propose son débrief ce jeudi matin. On va l'écouter. Dans l'ensemble, c'était un assez bon match de la part de Grete. Elle perd le premier 7-5 sur l'un ou l'autre point qui malheureusement ne tombe pas de son côté. Après, dans le deuxième set, c'était vraiment à sens unique. Vekic s'est un peu relâchée. Je pense qu'elle était aussi un peu tendue, Vekic, parce que les filles se sont jouées à Sertogenbosch il y a quelques semaines. Grete Minen l'avait remporté et donc je pense que Vekic était un tout petit peu sur la défensive et le fait d'avoir gagné le premier set 7-5 l'a un tout petit peu rassurée, elle s'est un tout petit peu relâchée aussi et c'était tout de suite ça s'est vu tout de suite dans le jeu. Elle a joué vraiment long, elle a été très très agressive, très solide du fond. Elle a donné peu de chance en fait à Grete de pouvoir exploiter ou exprimer son jeu offensif. Et Grete de son côté sentait aussi que Vekic était au-dessus. Et donc elle a forcé un tout petit peu, elle a manqué un tout petit peu de patience dans le rallye. Elle s'est précipitée un peu. Vekic était au-dessus. Et donc elle a forcé un tout petit peu, elle a manqué un tout petit peu de patience dans le rallye. Elle s'est précipitée un peu parce que je pense qu'elle sentait qu'il n'y avait pas beaucoup d'options. Donc voilà, une tournée américaine qui se termine, je dirais, dans son ensemble de façon assez positive, avec notamment Cincinnati et ses deux très belles victoires. Donc il y a encore beaucoup de travail, elle reste très motivée, mais moi je suis content de la voir rentrer avec plus d'expérience et comme je lui disais encore hier, elle rentre en étant une meilleure joueuse de tennis, ça c'est certain. Alors David, je te propose de faire un petit tour de ce qu'il s'est passé dans le reste du tableau féminin. Il y a eu un coup de tonnerre en bas de tableau, c'est Barbora Krejcikova, récente lauréate de Wimbledon, qui a été éliminée dès ce deuxième tour. Elle s'est laissée surprendre par la Roumaine Elena Gabriela Ruse, issue des qualifications. La Tchèque s'est inclinée 6-4, 7-5, tandis que mon chien voudrait bien faire partie du podcast, comme vous pouvez l'entendre, mais voilà, je lui dirai que ce sera pour un peu plus tard. Ce sera un invité spécial dans le prochain épisode, qui sait. Oui, pour parler de Krejcikova, moi j'ai eu l'occasion de revenir, de suivre pardon, son premier set hein, contre cette Roumaine et elle a multiplié vraiment les erreurs, notamment au service où elle a fait finalement 7 doubles fautes et surtout elle avait un pourcentage de première balle qui était de 57%, donc assez bas. Mais c'est surtout les fautes directes. On l'a senti vraiment très nerveuse, la dernière finaliste de Wimbledon. Elle a accumulé 24 fautes directes pour 27 coups gagnants. Donc finalement, Ruse a pris le meilleur pour s'offrir un troisième tour contre l'Espagnole Paula Badoza, qui n'est autre que la compagne de Stefanos Tsitsipas, sans doute Qui ne le rester sait pas? à New York pour suivre le parcours de sa dulcinée, vu que lui est déjà dehors. Alors une autre tête de série a été sortie hier, étonnamment, c'est Daria Kasatkina, la Russe 13e joueuse mondiale et anciennement coachée par Philippe de Haas, dont on parlait tout à l'heure. Elle a été éliminée par Peyton Stearns, 47e mondiale. Vraiment une solide performance. Oui, solide perf pour l'américaine, qui a donc 22 ans et qui retrouvera au prochain tour la tombeuse de Grete Minen, hein, la redoutable Donna Vekic. Et du côté des favorites, ça passe facilement pour Coco Gauff face à Tatiana Maria et pour Arina Sabalenka. Elle a mis une petite heure pour sortir l'Italienne Lucia Bronzetti 6-3, 6-1. Et en plus, elle a fait une copine sur le court, Arina Sabalenka. C'était vraiment le moment so cute, le moment sympa de ce troisième jour à l'US Open. En effet, une jeune fille qui doit avoir 6-7 ans, avait revêtu la même tenue que son idole. Hein. Elle avait même sur l'avant-bras le même tatouage que Sabalenka. Et Sabalenka a vraiment été très touchée par cette petite supportrice qui lui a même offert une peluche tigre. Donc,
on l'a reposté ce jeudi matin sur nos réseaux sociaux, donc sur le compte Jeux 7 et podcast. Et c'était vraiment un moment très, 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 très sympa de voir cette petite fille tout émerveillée, pouvoir monter sur un grand cours aux côtés de son idole. Ouais, elle était, au premier rang, enfin, elle a réussi à aller au premier rang en fin de match. Parfois, on se demande si c'est pas, presque, orchestré, par l'US Open pour faire le buzz, hein, parce qu'on a aussi vu ces images d'un petit supporter, de Tommy Paul, je pense, qui, aussi le suit à chacun de ses matchs. Ils l'ont invité lors d'une session d'entraînement, pour qu'il puisse suivre un peu son idole. À mon avis, ce sont des séquences émotions qui doivent faire, beaucoup, beaucoup de vues et je me demande dans quelle mesure l'US Open, pas un petit peu enfin, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui suis, complètement, parano ou Oh, tu j'ai envie t'imaginerais de la même chose que croire, moi? moi j'ai envie de croire personnellement vraiment à la sincérité de la chose. Et Oui, c'est vrai que tu parlais de Tommy Paul, mais il y a d'autres exemples comme ça ouais, hein. de jeunes fans qui sont aux premières loges pour voir leurs idoles. Et ça fait du bien de voir aussi que finalement ces professionnels ont de l'attention pour les fans, hein, parce que finalement, sans les fans, il ne serait rien non plus. Moi, j'ai vu la séance de Ribakina. Ribakina n'a pas hésité non plus à interrompre sa séance d'entraînement pour rejoindre les fans et signer des autographes. Donc, c'est vraiment le genre de moment émotion qui donne une touche humaine au sport. Ouais. Bon, je m'excuse d'avoir été rabat-joie, je ne le ferai plus Allez, je te pardonne, et pour me Christelle. faire mar C'est bien parce que pour c'est me toi. faire pardonner, je vais même te raconter cette petite anecdote, à Roland-Garros quand, Zizou a gagné contre Alejandro Tabilo, en 5-7, ce match fou là, je ne sais plus c'était sur quel court. Il y avait un petit supporter qui était là pendant tout le match avec sa perruque belge, il était maquillé et tout et à la fin, il est venu pour demander un autographe à Zizou et il était tellement sollicité Zizou qu'il a pas réussi, enfin en tout cas il l'a pas vu et le petit garçon qui était à 2 mètres de moi était en pleurs, dans les bras de sa maman parce qu'il avait pas pu, voir Zizou et en fait, il y a sa maman, son papa, qui a couru vers l'entraîneur en disant: «Bon, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Parce que mon fils est malheureux» et en fait, Zizou était déjà reparti au vestiaire, en dessous, du Suzanne Lenglen. Il est revenu, il est sorti du cours, du vestiaire pour venir, faire quelques photos et saluer ce petit garçon, qui a vécu, un moment magique et donc voilà, c'était Génial. pour saluer le beau geste de Zizou. Je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie, ce petit garçon, d'avoir pu passer, 5-6 minutes avec Zizou. Rien que pour lui, après et c'était un bon moment. Bref, on s'égare. Au prochain tour, donc Coco Gauff affrontera Elina Svitolina et Aryna Sabalenka, elle, devra en découdre avec Ekaterina Alexandrova. Parmi les autres favorites au titre, Qin Zheng, tête de série numéro 7 et récemment médaillée d'or aux Jeux olympiques de Paris, a perdu 1-7 lors de son affrontement, face à Erika Andreeva, la grande sœur, hein, de Mira. 1-7 perdu au tie-break, mais une fois l'alerte passée, Zheng s'est remobilisée avant de s'envoler et elle n'a plus laissé que 3 petits jeux à son adversaire dans les 2 autres sets. Déjà au premier tour, hein, face à la redoutable Amanda Anisimova, Qin Zheng avait perdu un set. Là, ça a encore été le cas. Elle a notamment dit qu'elle avait effectivement commencé un peu lentement et puis qu'elle avait trouvé son rythme de croisière. Mais il n'empêche, elle aura quand même laissé de l'énergie sur le court puisque le match a duré 2h28. Et on vous parlait tout à l'heure des conditions. Mieux vaut éviter de rester trop longtemps sur le court, hein. En tout cas, au prochain tour, la Chinoise sera opposée à l'Allemande Jules Niemeyer. Donc un tour plus qu'abordable pour elle. Et il serait bien qu'elle passe un peu moins de temps que lors de ces 2 premiers tours parce qu'elle a laissé déjà pas mal d'énergie en route. Oui et Zheng, moi, j'en fais une favorite, hein, clairement. Oui, c'est vrai. Elle est vraiment je l'ai vue hier, j'ai vu son match et à un moment donné, quand elle décide de passer à la vitesse supérieure, voilà, elle est très, claire dans son plan de jeu, elle frappe très fort, elle a ces énormes mouvements-là qui lui permettent de mettre une vitesse dans la balle, je pense qu'elle pourrait aller loin, dans ce tournoi. On verra et en parlant de joueuses chinoises, il y en a, une autre, qui a gagné cette nuit, parce que Diane Paris, s'en est offert une, mais pas 2. La Française avait battu, Xi Wang au premier tour, mais elle l'a pas confirmé au deuxième tour
face à Yafan Wang, la joueuse chinoise qui avait sorti d'entrée de jeu Maria Sakkari. Je ne sais pas si tu as regardé dans ce tableau féminin, il y a 4 Wang. Donc il y a Xiyu Wang, Oui, il y avait dingue. Yafan Wang, il y a Qinyan Wang et il y a Xinyu Wang. Je ne Ouais. sais pas s'ils font partie du même clan, s'ils viennent de la même. J'ai pas eu le temps de faire du journalisme d'investigation pour savoir un petit peu leurs histoires, mais c'est quand même incroyable. Ouais, ça fait beaucoup de Wang et effectivement, il y a de quoi un peu perdre la tête. On parlait de Diane Paris, il y a une autre Française qui était aussi hier sur les cours de l'US Open, vu qu'il s'agit de Clara Burel. Et elle a été sortie au deuxième tour par Victoria Azarenka, 6-1, 6-4. Alors j'ai vu passer ça ce matin sur les réseaux sociaux, mais Victoria Azarenka s'est imposée malgré une migraine. Tu sais peut-être ce que c'est, Christelle, avoir une migraine tenace, mais la Biélorusse avait vraiment la migraine. Et d'ailleurs, est-ce dû aux lampes ou quoi qui l'éblouissait, mais elle a tenu son discours, je vais dire, d'après-match avec des lunettes de soleil, alors qu'il faisait déjà bien nuit. Et donc, elle a avoué qu'elle avait une énorme migraine, mais ça ne l'a pas empêché de s'imposer donc 6-1, 6-4 et de rejoindre le troisième tour. Et il ne reste plus qu'une seule Française dans le tableau féminin, Jessica Ponchet, qui affrontera Elena Rybakina en soirée. Alors Marta Kostiuk, impressionnante cette saison, s'est fait peur dans le premier set face à Harriet Dart, mais après avoir remporté son tie-break du premier set 12-10, elle a déroulé. Dans le deuxième, Kostiuk affrontera l'étonnante Emma Navarro en feu cette saison et qui continue de tracer sa jolie route. Ouais, et si tu regardes ce bas de tableau, dont les deuxièmes tours se sont tous joués mercredi, donc seules 4 joueuses ne sont pas de tête de série. C'est pas grand-chose, hein, donc je vais les citer. Il y a Jules Niemeyer, la fameuse Yafan Wang, Elena Gabriela Ruse et Peyton Stearns. Et toutes les autres ont tenu leur rang. Ouais. Il y a quand même une mauvaise nouvelle qui est arrivée en provenance du tableau de double féminin, c'est l'abandon de Danielle Collins, l'américaine qui avait été sortie au premier tour par sa compatriote Caroline Deloïde, devait disputer également le double pour son dernier tournoi du Grand Chelem avant sa retraite. Malheureusement, elle a été contrainte d'abandonner alors qu'elle devait jouer aux côtés de Caroline Garcia. Elle a dû abandonner, donc Collins, handicapée par des douleurs multiples, hein. On se rappelle qu'elle avait annoncé, l'américaine, en début d'année, vouloir prendre sa retraite à la fin de la saison. Il faut savoir qu'elle souffre de polyarthrite, hein, rhumatoïde. Elle doit aussi vivre avec de l'endométriose, qui est donc une maladie gynécologique inflammatoire et chronique. Donc une annonce qui l'a visiblement libérée, puisque suite à celle-ci, elle a commencé à vraiment jouer le feu avec notamment des victoires au Ouais. Master 1000 de Miami, puis en mars à Charleston dans la foulée. Elle avait alors enchaîné 15 victoires consécutives. Elle était encore 62e mondiale au début de l'Open d'Australie et aujourd'hui elle est 11e mondiale. Et donc voilà, cette élimination précoce au premier tour en simple dont on parlait lors du précédent podcast, et ici un abandon en double font que elle a disputé ses derniers matchs en Grand Chelem. Mais on va encore un peu la voir, hein, Collins, vu qu'elle disputera quand même toute cette fin de saison. Sa carrière n'est pas encore terminée, il lui reste quelques mois encore à jouer. Et chapeau bas pour cette dernière saison incroyable, sans doute la meilleure de sa carrière. C'est une très belle histoire. Il y en a un qui est pas encore prêt à quitter le circuit, c'est chez les hommes, Novak Djokovic. Il était, le héros de cette night session évidemment, celui que tout le monde attendait. Alors, moi j'aimerais bien quand même avoir ton avis sur la question parce que, de nouveau, il joue en night session quand il fait moins chaud, bien sûr. Alors évidemment, là, il y avait de l'orage, donc ils ont dû fermer le toit parce qu'il y a eu, aussi, beaucoup de pluie. Mais malgré tout, c'est pas le premier grand chelem où on voit qu'il est programmé en soirée. Là, on a vu les conditions extrêmes dans lesquelles les autres joueurs du tableau ont dû jouer. C'est quand même pas logique qu'ils soient pas tous logés à la même enseigne. Je suis curieuse de voir s'ils vont chaque fois le programmer en night session. Bah, écoute, ça ne m'étonnerait pas, hein. Il a joué toutes les night sessions à Roland-Garros, donc dire qu'il n'y a pas du favoritisme serait mentir. Les meilleurs au monde, on leur demande, on ne m'enlèvera pas l'idée de finalement de les mettre à l'horaire qui les arrange le mieux, hein. À Roland-Garros, Djokovic a joué toutes les night sessions parce que ça l'arrangeait. À côté de ça, un Nadal, lui, il n'a jamais aimé jouer le soir à Roland-Garros, donc Nadal a toujours été programmé en journée. Donc, pour répondre à ta question, oui, favoritisme, il y a.
Et voir Djokovic jouer toutes les soirées, ça ne m'étonnerait pas du tout de le voir jusqu'au bout du tournoi. Parce que Djokovic, dans les conditions, dans lesquelles ont bataillé les autres cocos en 5-7, aujourd'hui, c'est pas la même chose, hein? Non, 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 c'est vraiment pas pareil. Et Djokovic, malgré tout cela, même s'il jouait dans une sous une température, pardon, moins accablante, n'en a pas eu moins facile avec ce match contre Laslo Djere. Ouais, il retrouvait, Laslo Djere, tu en avais parlé, qu'il avait poussé au 5-7, lors de l'édition 2023. Il a de nouveau dû, s'employer pour remporter les 2 premiers sets, Djokovic, 6-4, 6-4. À lui seul, le premier jeu du deuxième set a duré 16 minutes. Donc, Djere a vraiment trouvé les armes pour, ennuyer Djokovic. Il menait même 4-2 dans cette deuxième manche, mais après, il a malheureusement dû abandonner, touché à l'abdomen et alors qu'il perdait 2-0 dans le troisième set. C'est vraiment dommage, on aurait bien voulu voir la suite de ce combat, dans des conditions normales. Ouais, maintenant, bon voilà, Djokovic, qui a remporté, on le rappelle, cette US Open à 4 reprises, bah, avance, hein, fait son petit bonhomme de chemin et il affrontera en 16e de finale Alexei Popyrin, hein, qui n'est autre que l'élève de notre compatriote Xavier Malisse, hein, qui, lui, Popyrin, il n'a pas perdu trop de temps en route vu qu'il s'est imposé en 1h49, 6-2, 6-4, 6-0 contre l'Espagnol Pedro Martinez. Alors Zverev a lui aussi été bousculé par le Français Alexandre Müller. En tout cas, durant les 2 premiers sets, Müller, ne voulait pas, se laisser dépasser et s'engageait vraiment, dans de longs échanges pour forcer l'Allemand à commettre des erreurs. Mais Zverev, tête de série numéro 4, a fait parler toute son expérience, surtout dans le dernier set, pour assurer sa place au troisième tour. Victoire donc 6-4, 7-6, 6-1. Et Zverev, quart de finaliste à l'US Open l'année dernière et demi-finaliste en 2021, retrouvera Thomas Martin Etcheverry, cet Argentin qui avait sorti le géant français Giovanni Mpetshi Pericard au premier tour. Là, il s'en est sorti contre son compatriote Francesco Cerundolo, mais ça a été un gros combat, hein, 5-7 et plus de 4 heures de jeu. Gros match entre ces deux Argentins joueur de fond de cours. Et finalement, bah, c'est Etcheverry qui s'en est sorti pour passer au tour suivant. Et non sans mal, hein, Etcheverry, je ne sais pas si tu as vu ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Il a, vomi sur le court. C'est pas je rigole, mais c'est juste qu'en fait, il était en train d'attendre, il s'apprêtait à attendre un service et à un moment donné, il a même pas su se contrôler, voilà, il a été pris comme ça, d'un jet de ce qu'il venait d'enfiler à boire pendant tout le la pause juste avant et il venait d'avoir une pause et il a expliqué en conférence de presse qu'il avait dû beaucoup boire de ces minéraux et qu'il en avait peut-être un peu trop bu et que son estomac n'avait tout simplement pas supporté. Mais ce sont des images qui étaient, de nouveau assez effrayantes à voir. Un exemple de plus pour vraiment concret qui montre que les conditions d'hier ont été extrêmes, hein. Et d'autres Français étaient sur les cours mercredi soir. Arthur Rinderknecht a donné, des sueurs froides à Andrei Roublev. J'ai vu ce match. Il menait 2-7-0 face aux Russes et pendant, les 2 manches, Roublev a commis vraiment beaucoup de doubles fautes, mais c'est principalement parce que Rinderknecht lui mettait une grosse pression au retour de service. Rien que dans le deuxième set, il lui a fait, 20 coups gagnants, le Français. Il était vraiment sur un nuage, il jouait très, très bien. Malheureusement, il n'a pas trouvé, l'énergie de poursuivre son effort. Dans le premier jeu du troisième set, il a eu 3 balles de break, Rinderknecht, d'entrée, mais elles ont été sauvées, par le Russe et ça a été vraiment le moment de bascule. Après ça, Rinderknecht a appelé le kiné lors d'un changement de côté et on le voyait, il était complètement cuit. Il a pris 6-1, 6-2, 6-2, sans doute parce qu'il avait, déjà disputé un match en 5-7 au premier tour, face à Christopher Eubanks et dans ces conditions, c'en était simplement trop. À un moment donné, Rinderknecht était au sol, à l'agonie. C'était après un échange de 37 coups assez incroyable et il a d'ailleurs, pesté en conférence de presse d'après-match. Il a, déclaré: «J'attends le jour où il va y avoir un accident. On est tous des chiens de la casse sur le court. Pas un joueur ne lâche quoi que ce soit. On ne réfléchit pas, on fonce. Il fait 4000 degrés et c'est dangereux» et c'est vrai que, à évoquer, ces propos, je me rappelle,
de ces images terribles d'Arthur Cazaux, qui s'était effondré, sur le court, au Masters de Miami durant les qualifs, victime aussi, hein, d'un malaise, suite à la chaleur. Et pour revenir à Rublev, ses stats sur des matchs en 5-7, elles sont loin d'être éloquentes. Donc pour le Russe, j'ai envie de dire heureusement qu'il avait une bête blessée en face de lui, parce que avant l'US Open, Rublev n'avait gagné que 9 matchs en 5-7 dans sa carrière et il en avait perdu 8. Donc il avait des stats assez mitigées à ce niveau-là dans des matchs en 5-7. Mais voilà, ici, ça passe et au prochain tour, il affrontera le Tchèque Jiří Lehečka, qui lui aussi a eu beaucoup de mal et mené 2-7 à rien. Il a su renverser la vapeur pour s'imposer face à l'Américain Mitchell Krueger et atteindre les 16e de finale de l'US Open. C'est aussi la première fois de sa carrière, DHK, qui revient de 2-7 à rien, donc Ah oui, une belle étape de passé pour lui. il est en train de faire une très très belle saison. Hein. On se rappelle qu'il avait remporté son premier titre ATP en ce début d'année, c'était à Adélaïde. Et surtout, il a quand même fait un quart de finale ici au Masters 1000 d'Indiana Wells. Donc le Tchèque est en belle forme. On se rappelle qu'on avait failli même le voir hein, au BW Open. Ouais, et pour finir, il n'était pas venu parce qu'il avait fait des bons résultats en Australie et donc il n'avait pas poussé la pointe jusqu'à Louvain-la-Neuve. Je vous parlais d'Arthur Rinderknecht et au même moment, eh bien, son compatriote Hugo Humbert disputait son deuxième tour face à l'Argentin, Francisco Comesana et ça, c'est, aussi une des étonnantes défaites de la soirée pour le Français face, au 108e joueur mondial. Après le gain du premier set, Hugo Humbert s'est décomposé physiquement. Il paraissait, complètement amorphe, sans énergie, sous cette chaleur accablante et il a laissé filer les 3 sets suivants. C'est vraiment l'une des grosses surprises de ce bas de tableau. L'une des grosses surprises, oui, de ce bas de tableau. Je rajouterais aussi, en parlant des Français, que Arthur Cazaux a été sorti hier dès le deuxième tour, hein, pour être complètement complet avec nos voisins français. Et dans le reste, des matchs du jour, il y en avait un qui était très attendu entre Taylor Fritz et Matteo Berrettini et c'est l'Américain qui a pris le meilleur, sur l'Italien. Il a été intouchable sur son service. Il n'a d'ailleurs concédé aucune balle de break et n'a perdu que 8 points au total sur son engagement. Tu as vu le match? J'ai eu l'occasion maintenant de voir les highlights. Fritz a vraiment été très costaud hein, du fond de court. Il a dominé la plupart des échanges. Il s'est montré très agressif face à un Italien qui finalement, le score en atteste, n'a su rivaliser vraiment que dans le deuxième set, hein, qu'il perd 7-6. Le troisième set finalement n'a été qu'une formalité puisqu'il l'emporte 6-1. Et donc, il le voilà qualifié pour les 16e de finale où il retrouvera justement l'Argentin Comesana qui a donc sorti Hugo Humbert avant cela. Et l'autre match très attendu de la journée, il opposait Casper Ruud à Gaël Monfils. Ça, c'était un que tu avais épinglé, que tu avais envie de regarder. Le match a été interrompu dans le 4e set pendant près de 2 heures à cause de l'orage et de la pluie, hein, qui s'abattait sur New York et la partie, s'est finalement terminée après 23 heures. Ouais, ça, cette fin de partie, je l'ai vue. J'étais devant ma TV. Il était 23h15 et ce tie-break a été beau à voir. Et c'est finalement le finaliste de l'édition 2022, donc Ruud, qui a résisté, si je puis dire, à la tempête Monfils pour s'imposer en 4-7. Et Casper Ruud, franchement, a été solide. Hein. Surtout lors des deux premiers sets où il n'a commis que 8 fautes directes. Et le voilà, Ruud. Ça, il fait toujours partie de ces joueurs, Ruud, un peu à l'image de Pegula, hein, dont on a déjà parlé. Sans faire trop de bruit, ils avancent et ils arrivent en deuxième semaine. Et ici, il retrouvera Junchen Chang, hein, ce jeune Chinois de 19 ans qui avait sorti au premier tour Pourquoi pas? le Kazakh Alexander Bublik. Donc, beau petit test, mine de rien, pour Casper Ruud, parce que ce Chinois de 19 ans, Chang, me plaît vraiment bien. C'est un gaucher qui joue très très à plat, avec toute la fougue de la jeunesse. Et donc c'est un match là que je vais essayer de regarder sans faute. Oui, moi je l'ai rencontré au Challenger de Bordeaux, Jun Cheng. Il est adorable. Il a le sourire, la banane, il est vraiment gentil comme tout. Tu vois toute l'innocence du début de carrière, sur le circuit accessible, et il a 19 ans et demi.
72e mondial. Il est avec Jakub Mensik, 18 ans et 9 mois, le deuxième plus jeune membre du top 100 du classement ATP. Alex Mikkelsen arrivant en troisième position avec ses 20 ans. Mais c'est vraiment une pépite, on l'appelle la perle chinoise et c'est vrai que Casper Ruud, si je devais miser sur, l'un des 2 joueurs, je miserais plutôt sur le Chinois. Ah oui, carrément. Tu vois Rude sorti justement par ce jeune Chinois. Moi, il me convainc pas ces derniers temps, Casper Ruud, il est régulier, mais il est voilà, il est moins percutant, je trouve qu'il y a 1 ou 2 ans quand il était, davantage au sommet, du classement et voilà, je ne le vois pas, briller ici, mais ce sera, aussi un match hyper intéressant à suivre. Alors on a vécu 2 abandons, aussi, malheureusement mercredi soir. Celui de Sébastien Baez qui, après avoir, perdu le premier set 6-1 face à Talon Griekspoor a préféré jeter l'éponge. C'est le protégé de Christophe Vliegen, hein, Talon Griekspoor, donc le coach belge et Talon Griekspoor rejoint, Grigor Dimitrov au 3e tour qui lui a éliminé Rinky Hijikata en 3-7. Et un autre joueur a dû abandonner, c'est Alexander Shevchenko. Le Kazakh s'est retiré alors qu'il était mené 6-4, 6-1, 1-0 par l'Américain Frances Tiafoe. Alors je ne sais pas si c'est la chaleur, parce qu'il avait l'air aussi assez mal en point quand j'ai vu sa poignée de main au filet, mais je sais qu'il a été touché aussi au genou. Il avait notamment déjà dû abandonner début juillet et on parle de douleur au genou. Donc voilà, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est le genou? Mais il a dû abandonner, malheureusement Shevchenko. On l'avait aussi épinglé en début de semaine et on espérait que ce match choc ait lieu. Ce sera le cas puisque Frances Tiafoe donc sera opposé au troisième tour à un autre showman américain, Ben Shelton, vainqueur en 3-7 de l'Espagnol Roberto Bautista Agut. On y est, Christelle. On peut sortir les popcorns. Tiafoe Shelton, ça promet un spectacle dingue. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est dommage, hein, qu'ils mettent pas des écrans géants comme ils font pour le foot, pour qu'on puisse aller, boire quelques bières et regarder les matchs qui nous intéressent quelque part, dans la Ce serait région. bien. Il y a d'ailleurs une image qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui m'a bien fait rire. C'est cet homme qui retrouve sa place avec 2 verres, qui s'apprête OK. à offrir un verre à la jolie blonde à côté de lui, mais il se fait que son voisin de derrière a eu la même idée et lui offre le verre avant. Donc il s'est retrouvé un peu pris de court et ça vaut vraiment le détour. Je vous invite à aller sur les réseaux sociaux et à regarder cette vidéo parce qu'elle m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Bon, tu vas nous reposter ça sur le compte Insta de Je sais tes podcasts, hein, David, si Allez, tu je veux vais faire bien. ça parce elle est très, très marrante et tu sens tout le malaise du premier gars qui imaginait mieux que ce qui lui est arrivé finalement. Mais j'ai vu, hein, j'ai vu les images, mais je ne comprenais pas pourquoi on montrait ça parce que je ne voyais pas la chute. Mais donc c'est bien que tu me l'expliques, je te remercie. Décidément, qu'est-ce que je ferais Avec sans plaisir. toi? Bah, c'est ici, que se termine notre petit tour d'horizon, hein, de ce qu'il ne fallait pas manquer, lors de cette troisième journée. Ce soir, je suis impatiente, nous pourrons suivre le deuxième tour de nos 2 joueurs belges. David Goffin, il joue en troisième rotation, donc pas avant 14h30 à New York, soit 20h30 chez nous. Malheureusement, il faudra avoir 2 écrans parce que Zizou joue lui aussi en troisième rotation sur le court numéro 7, donc approximativement à la même heure, en fonction de la durée des matchs précédents, évidemment. Et je dis ça parce que encore hier soir, j'étais devant mon téléviseur aux alentours de 20h05, 21h05 quand ils avaient annoncé le match de Grete. Et pour finir, elle est montée, je crois qu'il était 23h40. Donc, C'est vraiment dépendant évidemment de la durée des autres matchs. Et en plus de David et Zizou, qu'on suivra évidemment avec attention, on devra également avoir un œil sur nos compatriotes en double, hein, vu que Sander Gillet et Joran Vliegen vont aussi entamer leur tournoi aujourd'hui. Ils joueront en troisième rotation, eux, donc normalement aussi en même temps que Zizou et David. Décidément, il faudra faire ouais, des tout le choix monde, tous les Belges en même temps. et Joran et Sander, eux, vont jouer contre la paire Kekmanovic-Safiulin. Parlons aussi d'Elise Mertens, hein, qui est de retour aux affaires dès aujourd'hui, puisque avec sa partenaire Souessier, elle jouera juste avant Gilles Vliegen sur le même court face à Mladenovic Ouais. et Zhang. Et pour revenir à Joran Vliegen, il est plutôt chaud puisque lui, il s'est imposé hier au premier tour du double mixte
10-8 au super tie-break. Il est associé Juran Vliegen à l'Espagnol Buxa. Dernière chose, j'allais dire, pour se montrer tout à fait complet, Zizou, lui, a perdu. Il était associé à ce Hongrois, un Fabian Marozsan, qui va avoir un gros simple aujourd'hui contre Medvedev. Zizou et Marozsan ont perdu 7-6, 6-2 au premier tour du double contre la paire Borges-Cabral. Ouais, j'espère que Zizou n'a pas perdu trop d'énergie dans ce double pour être en forme pour ce soir. J'espère aussi. Je vous rappelle que David Goffin jouera contre Adrian Manarino et Zizou Bergs contre Flavio Cobolli. Donc 2 matchs complètement à leur portée. Ce sera vraiment une soirée palpitante qui nous attend. N'hésitez pas, si vous êtes derrière votre téléviseur en même temps que nous, à nous envoyer des petits messages, à échanger dans le chat en message privé. C'est toujours un plaisir. Il y en a quelques-uns qui le font avec moi et j'avoue que j'aime beaucoup ça, échanger avec les auditeurs fidèles et passionnés que vous êtes. Merci beaucoup, David, d'avoir été au rendez-vous de ce débrief quotidien. On profite bien de cette journée ensoleillée et on se retrouve demain matin sans faute. Ciao. Toi aussi, bonne fin de journée à tous. À demain. Bye bye.